que pour les uns et pour les autres, ça a été un moment très spécial, ça l'est toujours. Et en tout cas, ce que je ressens en ce moment par rapport aux personnes avec lesquelles nous sommes en contact, puisque nous avons également, à partir de Paris, de la France, etc., organisé des petites soirées méditatives, etc. Et ce que je ressens, non seulement parmi les personnes qui sont en relation avec nous, mais plus largement, je sens une énergie du changement, un besoin. Je pense que les gens se posent beaucoup de questions par rapport à la vie, par rapport au monde. Et ce que je ressens, c'est également un besoin de sens, trouver du sens à sa vie, encore plus que d'habitude, j'allais dire. Cette période, je la ressens également comme une période un peu miroir par rapport à nous-mêmes. Vous êtes encore confinés pour quelques jours, nous l'avons été pendant un mois et demi. Et du coup, ce moment, je pense, a servi pour nous autres un peu de miroir pour voir ce qui allait moins bien, etc. Et ce que je ressens de cette période, c'est un besoin d'une approche beaucoup plus spirituelle encore. Je ne saurais pas dire s'il faut monter le cran de notre niveau spirituel d'un cran, deux crans ou trois crans, je ne saurais pas le mesurer de cette façon. Mais ce que je sens, c'est que la réponse aux situations, la réponse au temps est une réponse spirituelle, individuelle et collective. Donc, il y a un premier aspect qui me semble très important, c'est le rapport à ses pensées. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe en ce moment au niveau de nos pensées. On sait dans le Raja Yoga à quel point la pensée est importante, puisque si je suis environnée en permanence, si je produis en permanence des pensées négatives, à un moment donné, je vais avoir un état d'esprit négatif et du coup, je ne pourrai plus envisager les solutions, les situations de façon claire. Donc, le rapport aux pensées est vraiment très, très important. Et par rapport à ça, je voudrais vous raconter une anecdote. Donc, je suis partie à Tahiti fin janvier. Il ne se passait rien en Europe. Le problème, entre guillemets, était en quelque sorte confiné en Inde. Donc, je suis partie toute vaillante, etc. J'ai conduit les différents programmes, tout se passait bien. Et puis au moment de la dernière semaine, j'ai senti petit à petit que les choses se refermaient graduellement. Et notamment, la première chose, ça a été avec le fait que les États-Unis ont fermé leurs frontières. Et pour rentrer de Tahiti, on était obligé de passer par les États-Unis. Les programmes s'étaient terminés, j'avais fait ce que j'avais à faire, j'étais très heureuse, très contente, mais j'avais aussi envie de rentrer et puis besoin de rentrer parce que j'avais une urgence familiale. Donc quand j'ai vu que les États-Unis se fermaient, je me suis dit, oh, il va falloir que je sois bien vigilante pour être informée. Donc régulièrement, j'allais sur le site de la compagnie aérienne sur laquelle j'étais enregistrée. Et puis, à un moment donné, ils ont annulé leur vol. Après, il y a eu un vol par semaine. Après, il n'y a plus eu de vol du tout. Et quand on est loin comme ça, parce que quand même, Tahiti, c'est le bout du monde, hein. Il faut dire qu'on c'est quand même vraiment très, très loin. Et du coup, je me suis dit, mais à un moment donné, comment vais-je faire pour rentrer? J'avais très peu d'informations. Tout s'est fermé très rapidement. Donc, pas de moyen physique d'obtenir de l'information. Pas de moyen de contacter la compagnie aérienne parce que bien évidemment, dans ces cas-là, le standard est saturé. On a des cartes prépayées à Tahiti, il n'y a pas de téléphone comme chez nous, téléphone fixe. Bref, à un moment donné, j'ai senti que la situation était compliquée. Et là, j'ai vraiment, vraiment fait un effort et je me suis dit, c'est important de m'asseoir quelques minutes en méditation, de faire cet effort d'être en silence, de ne pas laisser mes pensées partir dans tous les sens, quoi, comment, pourquoi, qu'est-ce que je vais faire, alors que très sincèrement, je n'avais qu'une seule envie, c'est de me précipiter sur Internet pour essayer de trouver ce que j'allais bien pouvoir faire. Et j'ai pris ces moments de méditation. Je ne peux pas vous dire combien de temps je suis restée en méditation, mais en tout cas, à un moment donné,
j'ai vraiment senti cet apaisement, cette absence de questions, cette confiance qu'il allait se passer quelque chose et de penser avec ce moment de silence et ce moment de clarté retrouvé, deux pensées me sont venues vraiment un peu comme une inspiration. Et je me suis dit, la première, c'est qu'il fallait que je sois visible en tant que touriste, parce que je n'étais dans aucun hôtel, enregistrée nulle part, si ce n'est à l'aéroport, mais comme un particulier, puisque je rendais visite à un particulier. Et puis la deuxième, c'est d'essayer coûte que coûte de me connecter au site de la compagnie aérienne. Et bon, je vous passe un peu les détails, mais toujours est-il qu'à un moment donné, tous ces deux pensées ont réussi à m'apporter une solution, puisque finalement j'ai été contactée par les autorités qui m'ont indiqué qu'il fallait absolument me rapatrier, puisque la frontière, l'espace aérien allait fermer, donc ils étaient tenus de rapatrier tous les touristes. Voilà, ça pour moi, ça a été une fois de plus, je pourrais dire, la preuve de l'importance de ce qu'on appelle le pouvoir du silence. C'est-à-dire quand on est dans des situations difficiles, où on ne sait pas trop comment s'en sortir, vraiment, le premier réflexe, à mon avis, c'est de s'installer en méditation. Et pour moi, s'installer en méditation, c'est de faire cet effort de canaliser ses pensées et d'arriver à un moment de paix intérieure. C'est pas toujours facile, hein, parce que des fois les situations sont compliquées, mais en tout cas, d'arriver à ce moment de silence qui finalement nous permettra justement ce moment de clarté. Et lorsque je suis rentrée à Paris, la première chose qui m'a vraiment étonnée, ça a été ce que j'appellerais un certain vacarme sur Internet. Et j'ai senti ça un peu comme une agression, tout ce qui passait de toute cette façon, les différentes approches pour appréhender le système. On m'envoyait des WhatsApp, on m'envoyait des très gentils, hein, super, super adorables, mais il y en avait trop. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse attention à ça parce que je vais me laisser envahir, là encore, par ça. Donc, je pense qu'on a une vigilance à avoir. Internet, c'est super, c'est génial. Il ne faut peut-être pas en abuser. Mais à mon avis, je pense que dans cette approche plus spirituelle des choses, il y a en tout cas un certain nombre d'éléments dans lesquels nous n'avons pas à entrer. Dans certaines analyses de cette situation, à mon avis, dans lesquelles nous n'avons pas à entrer. Et là, ça m'amène à un autre aspect que je trouve très important dans ce moment pour la façon de se réinventer, c'est le rapport à la prise de décision. En ce moment, mais peut-être même encore plus dans les temps qui viennent, nous allons être ou nous sommes déjà amenés à prendre des décisions. C'est important que nos décisions soient basées sur la bonne analyse. Donc, on sait que la décision, elle est précédée du discernement. Donc, le discernement, c'est à la fois l'analyse de la situation, mais c'est aussi l'anticipation des conséquences de la décision que je vais prendre. Et ce discernement me semble particulièrement important. C'est vraiment ce qu'on appelle la clarté de l'approche. Et il y a, je pense, un questionnement personnel vraiment à se proposer. Je vous impose de rien, hein. Moi, je vous parle de ce que je fais en ce moment, c'est tout. Je partage ce que je fais en ce moment. Donc, un questionnement sur l'acuité de mon discernement. C'est-à-dire, est-ce que dans mon analyse des situations et donc dans ma prise de décision, est-ce qu'il y a des attentes? Est-ce qu'il y a des désirs? Est-ce qu'il y a un peu des schémas anciens qui viendraient interférer? Auquel cas, ma décision risque d'être prise en fonction de ces paramètres-là et du coup, il y aura des interférences et ce sera peut-être pas forcément la meilleure décision que j'aurais pu prendre. Là encore, par rapport à cet aspect-là, vous allez voir que de toute façon, pour moi, l'important, c'est la méditation parce que finalement, on en revient toujours à ça. Donc, pour
affûter son discernement, je pense, là encore, qu'une pratique régulière de la méditation, c'est-à-dire ces moments où on s'arrête franchement d'agir, mais on canalise également ses pensées, comme nous l'a montré Anne-Christelle tout à l'heure, c'est-à-dire on choisit ses pensées, on médite pas forcément, on médite même pas du tout sur le problème, mais plus sur ce côté se mettre en disponibilité par rapport une disponibilité d'esprit, une disponibilité mentale pour sentir ce que l'on a à faire et quelle peut être la solution. Donc cette pratique régulière de la méditation, ça devient, moi je trouve que ça devient un besoin, c'est-à-dire on ne peut plus s'en passer. Donc ça m'amène à un autre point, cet aspect du discernement, c'est l'honnêteté par rapport à soi-même. Alors, on parle très souvent d'honnêteté dans cette connaissance et ça m'a toujours étonnée. Parce que je pense qu'à partir du moment où on entame un chemin spirituel, je ne vois pas comment on pourrait ne pas être honnête avec soi-même. Donc, cet aspect cette insistance en quelque sorte sur l'honnêteté m'a étonnée jusqu'à ce qu'en fait je m'aperçoive que c'est plus subtil que ça en réalité. C'est pas simplement, c'est pas honnêteté, malhonnêteté. D'ailleurs, je pense que cette pensée binaire euh, en, en deux extrêmes est vraiment une pensée pauvre. Et c'est beaucoup plus intéressant de penser en termes plus raffinés, plus ouverts, d'essayer de décortiquer ce qu'il y a un peu derrière les mots, parce que je reste intimement convaincue que derrière chaque aspect spirituel, il y a en fait un mécanisme profond qui reste à découvrir. Anne-Christelle disait que je connais des secrets de cette connaissance. Je dirais que j'ai l'impression de n'en connaître que la partie émergée, tellement la connaissance spirituelle est riche et riche dans cet aspect de comprendre les mécanismes qui sont derrière. Et donc, derrière cet aspect, ce mot honnêteté, je me suis aperçue qu'il pouvait se cacher bien des choses. Et notamment dans ce rapport à soi-même, je pense que ça vaut la peine de s'interroger, là encore, sur les petits leurres du quotidien. C'est-à-dire les fois où on s'arrange un petit peu avec l'histoire. Je pense qu'on a tous fait cette expérience. À un moment donné, on est, mettons, 3, 4 à vivre une situation ensemble. On se retrouve quelque temps plus tard, on se raconte la situation et il peut y avoir 4 histoires différentes. Et ça m'a toujours étonnée parce que dans ces histoires différentes, si quelqu'un, par exemple, avait commis une petite erreur ou peut-être n'avait pas eu l'attitude adéquate, eh bien, dans la nouvelle explication de l'histoire re-racontée, la personne, tout d'un coup, a agi exactement comme il fallait agir et l'histoire a été, on pourrait dire, un petit peu modifiée. Donc ça m'interpelle parce que ça me dit que y a des moments où on n'a pas trop envie de voir les petites erreurs qu'on peut faire. Et c'est ce que j'appelle, moi, les petits leurres du quotidien. Et je pense que ça peut peser à un moment donné, ça peut nous alourdir parce qu'au fond, derrière, il y a une conscience. Donc, on peut s'arranger un peu avec la vérité, on peut trouver des explications, des justifications, des tas de choses, mais c'est peut-être pas tout à fait ça. Et je pense que dans cette façon de se réinventer, vous allez le voir, pour moi, se réinventer, c'est uniquement retrouver ce qu'on a de plus beau. Donc, à partir de là, à quoi ça sert d'essayer de se leurrer? Autant voir les choses et autant les voir dès à présent, de façon à pouvoir intervenir dessus, changer, modifier, bouger, grandir, s'élever, évoluer. C'est ça pour moi, se réinventer. Et ça m'amène à ce que j'appellerais une partie que je trouve extrêmement importante dans ce moment précis et dans cette façon de se réinventer, c'est le rapport à soi.
Et je pense que dans le rapport à soi, on a beaucoup cherché la connaissance de soi à travers plein de choses merveilleuses. Je suis moi-même passée par là pour avoir animé pendant un temps des séminaires qu'on appelait les points de vie, où on est à un carrefour de vie et on cherche à savoir quoi faire ensuite, comment, comment être au mieux de soi-même et comment utiliser le temps qui nous reste à venir. Enfin, je veux dire, il y a des moments dans la carrière ou dans la vie, on a besoin de se repositionner. Et puis, je me suis aperçue que dans cette connaissance de soi, on est encore, je dirais, dans une certaine approche et dans une certaine couche de mémoire par rapport à soi. Et cette couche de mémoire, elle est faite de qualités, de points forts, de défauts, d'atouts, mais il m'a semblé que ça pouvait être encore adopter une identité. Or, au fond, qu'est-ce qu'on fait tout au long de sa vie? C'est adopter des identités et c'est surtout un processus d'identification successive. On pourrait dire, dès le premier jour où on est né dans cette vie-ci, on a commencé à s'identifier. On nous a appris à nous identifier. Je suis une petite fille, tu es un petit garçon, et puis des identifications successives par rapport à la culture, par rapport peut-être à la religion, par rapport après, plus tard, à la vie professionnelle, mon métier, ce que je suis, etc. Mais au fond, dans cette identification successive, on va de plus en plus en périphérie et on pourrait dire on s'accole de multiples étiquettes au point que peut-être par moment on ne sait plus trop qui on est à un moment donné. Mais en tout cas, c'est encore adopter des identités. Et je me suis aperçue que justement dans cette connaissance de soi, on cherche à connaître ses qualités. Et il y a un aspect qui m'a toujours interpellée et que j'aime bien partager également lorsque je, 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 oui, je partage cette connaissance avec d'autres personnes, c'est de voir qu'au fond, les défauts ne sont jamais que des qualités tordues, inversées, mal utilisées, trop utilisées, bref. Mais le défaut a toujours un rapport avec la qualité. Je me suis aperçue, et là j'ai encore eu un exemple, je pourrais dire, vivant à Tahiti, de la façon dont l'amour, qui est une qualité, je dirais une qualité générique, une qualité mère, c'est une qualité merveilleuse, mais lorsqu'elle est, entre guillemets, pas très bien utilisée, eh bien, ça peut amener un défaut et ça peut amener en tout cas des problèmes dans l'existence. Et là, j'ai rencontré une personne débordante d'amour, merveilleuse, un cœur extraordinaire. Et la contrepartie, c'est que, eh bien, c'est le pilier de la famille. Donc, elle a 5 enfants qui sont grands, avec des compagnes, des compagnons, avec des neveux, avec des nièces, avec des parents, avec des voisins, etc. Et cette personne merveilleuse est devenue le pilier de tout son entourage. Alors vous allez me dire où est le défaut? Il n'y a pas de défaut à ça. Sauf que au moment où elle aurait voulu venir aux méditations, au moment où elle aurait voulu venir aux ateliers, eh bien, elle était prise par sa famille parce qu'elle avait un problème ou un autre à régler et que, en tant que soutien de famille, tout le monde allait la voir. Donc, c'est pour ça que je me dis finalement, à un moment donné, il y a des priorités également à avoir et c'est utiliser toujours avec discernement, ce fameux discernement, j'y reviens, chacune de ces qualités merveilleuses. Parce que autrement, on peut se retrouver un peu pris dans des pièges que nous aurons en réalité nous-mêmes créés. C'est la même chose pour la générosité. J'aime bien prendre aussi cet exemple-là parce qu'en général, ça parle très souvent aux personnes. On dit, je rencontre toujours des personnes qui ont tendance à profiter de moi. J'entends souvent ça autour de moi.
Et ce sont des personnes, ces personnes qui disent cela, ce sont des personnes généreuses. Et du coup, comme elles sont généreuses, il se peut qu'elles n'aient pas appris à dire non par moment. Et donc, pour moi, la générosité, c'est apprendre à mettre des limites. Ça peut aller jusque-là, mais pas plus loin. Mais à un moment donné, je pense qu'il est important de se préserver et d'utiliser ces qualités, enfin, d'exprimer, c'est pas les utiliser, mais c'est exprimer ces qualités de la meilleure façon, mais en même temps avec en faisant attention à n'en exprimer que le meilleur, si je puis dire. Et pour en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, pour moi, ça, c'est encore explorer une couche de mémoire qui est évidemment pas superficielle, mais qui est intermédiaire. Et dans ce moment très précis de confinement, c'est la fin du confinement, mais enfin, on a quand même eu des semaines et des semaines à passer avec nous-mêmes, parfois tout seul, parfois en famille. Il y a quelque chose qui m'est apparu de très important, c'est toujours grâce à la méditation, d'arriver à explorer une couche de nous-mêmes encore plus profonde, une couche de mémoire encore plus profonde. Et cette couche de mémoire nous fait sortir des étiquettes, elle nous fait sortir des différentes identités et elle nous amène, elle nous fait accéder à ce que j'appellerais l'être authentique. C'est ce que l'on est profondément. Et dans cet être authentique, il n'y a que de la beauté. C'est que de la beauté. C'est que de la richesse. Et là encore, si je reste uniquement sur ce que je dis, c'est-à-dire si je prends ça comme un point de connaissance, comme un point de savoir, eh bien, je ne l'intègre pas. Alors que si je pratique cela dans ma méditation, et c'est ce que nous ferons tout à l'heure, je vous le proposerai, c'est d'aller profondément se connecter à l'intérieur de soi pour faire l'expérience de qui je suis véritablement, un être unique et beau, un être d'une richesse incroyable. C'est ce que nous proposait tout à l'heure, c'est ce qui nous était proposé tout à l'heure à travers cette très belle, ces très beaux moments de Qigong. Et donc, c'est la méditation, c'est ce voyage intérieur. Pour moi, je dirais qu'il y a un aspect technique dans la méditation. En tout cas, c'est comme ça que je le vis et c'est aussi comme ça que je le partage. La méditation, pour moi, c'est la mise en résonance de mémoire profonde. Oui, Nicolas. La mise en résonance de mémoire profonde. C'est le souvenir de qui je suis. Et c'est pour cela que nous utilisons des pensées. Ces pensées, en fait, alors bien évidemment, nous les sélectionnons, nous les choisissons, nous allons prendre des pensées qui correspondent à des qualités hautement positives, des qualités hautement spirituelles comme l'amour, l'harmonie, la paix, mais qui sont en même temps des qualités dont nous sommes constitués. Et le fait de stimuler par la pensée ces qualités-là, ça stimule les mémoires qui contiennent en quelque sorte ces qualités, et du coup, cette mise en résonance provoque l'expérience. Et à ce moment-là, c'est vraiment ce que j'appellerais une réponse à qui suis-je? Et je suis un être unique et beau. Et pour moi, c'est-à-dire que j'ai beaucoup pour moi, mais c'est vraiment, je pense pas qu'on puisse mettre des mots derrière. Je pense pas qu'on puisse mettre des mots. Peut-être qu'on le peut, je n'en sais rien. Mais il me semble que c'est plus du domaine d'une évidence intuitive. C'est-à-dire, c'est vraiment ce sentiment tout d'un coup, bah oui, c'est ça. C'est je suis ça. Je suis cet être unique et beau
je suis cet être magnifique. Et après, bien sûr, je ne suis pas que ça, c'est-à-dire que ça, c'est la base, c'est vraiment l'être authentique. Et puis après, ben, bien sûr, il y a eu les défauts, les travers, les petites choses qui sont, plus grosses choses, qui sont venues, on pourrait dire, ternir le diamant que je suis. Mais c'est de l'acquis, c'est venu par-dessus, on pourrait dire, ma réalité profonde. Et si j'arrive comment dire, à cette prise de conscience, à cette expérience profondément de ma beauté, la première conséquence, c'est qu'en fait, je ne fais que redevenir ce que je suis. Donc toute ma démarche spirituelle, tout mon chemin spirituel, c'est me permettre de redevenir cet être unique et beau que je suis profondément. Ça change tout. Ça change tout parce que je sors des doutes hypothétiques, vais-je y arriver, vais-je le devenir, pour l'absolue certitude que du fait que je redeviens ce que je suis, il ne se peut pas que je n'y arrive pas. Moi, là, déjà, c'est la première chose que je partage dans le premier cours pour mettre la personne vraiment à l'aise, c'est j'ai absolument l'absolue certitude de redevenir ce que je suis, puisque c'est ce que je suis. Et ça m'amène à un autre aspect par rapport à soi-même, c'est ce que l'on appelle dans cette connaissance du Raja Yoga que nous partageons aujourd'hui ensemble, un aspect que je trouve extrêmement profond, qui est le respect de soi. Et le respect de soi, c'est ce positionnement sur soi-même, hautement positif, complètement spirituel, qui fait que je change de regard par rapport à moi-même, par rapport aux autres et par rapport au monde. Dans le respect, on accorde du respect à quelqu'un qui a de la valeur. On accorde du respect à quelque chose ou à quelqu'un que l'on admire. Donc, le mot respect est très important parce que si je me respecte, si je m'accorde ce respect à moi-même, ça veut dire que je prends conscience de ma valeur profonde. Et c'est un ressenti global, c'est une expérience et cette expérience, elle est ensuite gravée en moi. Donc non seulement ce que je suis est gravé en moi, mais l'expérience de ce que je suis est encore gravée en moi. Donc, il s'agit en fait, à travers la méditation et à travers cette prise de conscience profondément spirituelle du moment, de réveiller la perception de soi-même que l'on avait oubliée. Et je pense que le moment où on peut dire qu'on y est arrivé, c'est le moment où on peut se réveiller le matin en se disant « Je suis vraiment heureuse d'être qui je suis et je ne voudrais être personne d'autre ». Et vous voyez que si c'est fait avec la puissance de la méditation, il n'y a pas de vanité derrière, il n'y a pas d'ego, c'est juste la pleine conscience de qui nous sommes véritablement. Et ça m'amène à une autre conséquence, cette exploration de soi et cette réalisation de sa beauté intérieure, je répète, unique. Ça m'amène à une deuxième conséquence qui me semble importante également à comprendre, c'est que de même qu'il ne se peut pas que je n'y arrive pas puisque je redeviens ce que je suis, j'aurai forcément les moyens d'y arriver, forcément. Donc, du coup, cette conscience-là, ça me retire plein de problèmes, je dirais problèmes entre guillemets, de ce que j'appellerais la conscience humaine un peu basique, qui est celle dans laquelle, faut bien le dire, on vit quotidiennement. Et dans cet aspect-là, ce dont je me suis aperçue, c'est que ça ôte déjà ce problème de trouver ma place, qui est tellement ce questionnement humain qui revient, avec toutes les complications que ça peut engendrer. Peut-être que je vais avoir l'impression que quelqu'un m'empêche de faire quelque chose, que on ne me propose pas de choses à faire qui me permettraient de m'épanouir, que peut-être
je n'ai pas l'occasion, que peut-être je ne suis pas invitée dans tel et tel groupe, dans telle et telle structure. Et là, pour moi, la conscience que je suis, de qui je suis profondément, m'amène forcément à avoir la totalité des moyens pour y arriver. Il ne se peut pas que je n'ai pas les moyens d'y arriver. Si je suis pleinement moi-même, alors il y a un truc que je propose à votre réflexion. Si je suis pleinement moi-même, je vibre à une certaine fréquence. Et cette fréquence vibratoire va faire que je vais automatiquement attirer des choses à moi. Et c'est complètement différent si j'essaie d'être quelqu'un, je vais être en demande de. Et la fréquence vibratoire n'est pas la même. Il y en a une, si je suis pleinement moi-même, j'attire les choses à moi. Et si je suis en demande de, eh bien, il y a fort à parier que mes demandes ne soient pas toujours exaucées, tout simplement parce que peut-être qu'elles ne correspondent pas à ce que je suis. Peut-être que je me fais une idée de ce que je suis qui n'est pas la réalité. Alors vous allez me dire, tout ce que je vous raconte, c'est bien gentil, mais finalement, comment est-ce qu'on peut arriver, puisque finalement il s'agit de redevenir soi-même, c'est bien gentil, mais comment peut-on arriver à redevenir soi-même? Et je dirais là encore, de deux choses l'une. Soit je me complique la vie, soit je me la facilite. Vous allez dire que je ne parle que d'évidence aujourd'hui, mais il y a encore un mécanisme qui m'apparaît très intéressant. C'est ce que j'appellerais l'encodage de la graine. L'encodage de la graine. Je nous vois comme des petites graines, donc si je suis d'accord sur je suis un être magnifique, un être très beau. Et chacun de nous est unique. Donc j'aime beaucoup cet aspect du puzzle. Le monde est comme un immense puzzle et chacun d'entre nous est une partie du puzzle. Donc il a effectivement des caractéristiques qui font qu'il correspond exactement à un endroit donné. Et quand je parle de trouver sa beauté unique, trouver cette réalisation, cette expérience de qui l'on est véritablement, pour moi, ça veut dire ça. Ça veut dire trouver cette caractéristique particulière de qui l'on est. Donc, à partir de là, ça veut dire, je prendrai l'exemple de ce puzzle, je prendrai également l'exemple de la graine. Nous sommes tous des graines et la graine, à un moment donné, elle doit récupérer toutes les caractéristiques de la plante pour pouvoir ensuite germer. Un puzzle, excusez-moi, je les prononce à la française, un puzzle. Une petite traduction, au Québec, on appelle ça un casse-tête. Voilà, un casse-tête. Alors, c'est effectivement un casse-tête parce que il faut trouver la bonne forme à la bonne place. Et donc, pour ça, il faut s'aider pas seulement de la forme, il faut s'aider des couleurs, etc. Donc, pour moi, c'est un casse-tête. Et on pourrait dire que c'est un casse-tête. Exactement, c'est vraiment la traduction exacte par rapport au monde d'aujourd'hui, parce qu'on cherche à être des gens que peut-être nous ne sommes pas, par rapport à des modèles qui nous sont proposés, par rapport à des comparaisons, à des jalousies, etc. Et du coup, eh bien, on joue faux. Si on regarde une symphonie, il y a des dissonances et ça ne fonctionne pas. Donc, j'en reviens à mon histoire de graines. Dans la nature, j'aime beaucoup les plantes, j'aime beaucoup les fleurs, etc. Mais on s'aperçoit qu'il y a un moment donné où la fleur donne la graine. Si on coupe trop tôt la fleur, la graine n'a pas eu le temps de se former en quelque sorte. Et elle n'a pas eu le temps en tout cas de reprendre toutes les caractéristiques de la plante qui vont faire qu'une fois qu'on va la planter, qu'on va la semer, eh bien elle redonnera une graine, une fleur, un arbre, etc. Eh bien je pense que la période actuelle, c'est exactement cela. C'est le moment pour nous, les graines,
réinscrire en nous tout ce que l'on veut garder éternellement, tout ce que l'on veut garder avec nous le plus longtemps possible en tout cas. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on dit je suis un être unique et beau, c'est pas toujours facile à verbaliser, c'est pas toujours facile de mettre des mots. Et donc, il y a un aspect qui me paraît très intéressant, une question qui me paraît intéressante à se poser, c'est quelles sont les qualités qui pour moi sont essentielles, les qualités vraiment que j'aime, que je préfère, que je veux avoir. Déjà, il y a de fortes chances pour que si j'ai envie de les avoir, c'est que je les porte en moi. Ne serait-ce que toujours par ce mécanisme, je ne parle que de mécanisme, je suis terrible, mais il n'y a pas de pensée sans mémoire. Donc je ne peux pas désirer quelque chose qui m'est complètement inconnu. Donc, s'il y a des qualités qui m'interpellent, qui m'attirent davantage, il y a fort à parier que je les ai. Alors peut-être pas au point où je voudrais les avoir, dans la proportion dans laquelle je voudrais les avoir, et auquel cas, c'est le moment de m'y intéresser. Et c'est le moment, on va le voir au travers de la méditation, mais également en les exprimant dans mon quotidien, c'est le moment pour vraiment exprimer ces qualités, les traduire concrètement dans mon existence. En ce moment, donc je vous le disais tout à l'heure, on parle beaucoup d'un monde nouveau. Beaucoup de gens veulent changer, on dit plus rien ne sera jamais comme avant. Notre président lui-même nous a dit qu'il fallait se réinventer et réinventer le monde. Donc c'est vraiment dans l'air du temps. Donc là aussi, ce qui m'interpelle, c'est de me dire, par rapport à ce monde que l'on souhaite, ce monde, il ne va pas arriver comme ça. Il ne va pas arriver d'un coup de baguette magique. C'est les uns et les autres, ce que nous allons transcrire dans notre vie quotidienne, qui va faire la différence dans le monde dans lequel on vit. Alors, vous allez me dire, une personne comme ça ne va pas changer le monde. Non, mais c'est l'histoire des petites gouttes et de l'océan. C'est une petite goutte, plus une petite goutte, plus une petite goutte. Au fond, ça crée un océan. Et là, c'est pareil. Je pense, si chacun d'entre nous a à cœur de vivre plus intensément ses valeurs, plus intensément ses qualités, eh bien, je crois que ça va changer considérablement les choses. Et il y a des petites choses que j'aimerais bien vous proposer. La première des choses qui m'apparaît évidente au travers de cette période de confinement, mais bien plus largement dans ce monde où on a pu voir combien il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des situations dramatiques. Et je pense que chacun, individuellement, on peut avoir à cœur de développer une relation plus harmonieuse avec les autres. Ça me paraît quelque chose de fondamental. Et je me suis aperçue que très souvent, les difficultés relationnelles venaient d'incompréhension. Et là encore, je pense que nous sommes profondément les uns et les autres, mais des mondes à part, radicalement à part. Dans les échanges que nous avons, je ne sais pas pourquoi ça m'apparaît plus nettement avec Internet, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est plus difficile de se couper la parole sur Internet que dans la réalité. Je ne sais pas expliquer, je n'ai pas d'explication. Mais j'entends des personnes que je connais depuis des années, mais des dizaines d'années, et quand elles parlent, mais je me dis, on ne vit pas la même chose. C'est pas le même monde. On a des compréhensions, des vécus, des cheminements. On vient nous-mêmes d'un cheminement radicalement différent. Et je pense que cette perception de monde à part, de monde différent, peut simplifier la compréhension que l'on peut avoir les uns des autres. Avec du coup plus d'ouverture. C'est un monde, voilà, c'est un monde qui est différent du mien, et donc je suis prête à l'accepter à partir du moment
où je vois toujours dans cette conception d'un monde nouveau, plus ouvert, plus agréable, plus harmonieux, eh bien, j'accepte la différence de l'autre et du coup, je m'enrichis de la différence de l'autre et plutôt que de voir des jalousies, des jugements, des a priori, je vais fonctionner plus en complémentarité et du coup en synergie. Bon, je dis pas que ce soit facile, je pense que ça représente un certain travail et c'est pour ça que je vous disais dès le départ, pour moi, l'essentiel, c'est de changer de conscience. C'est vraiment d'accéder à une conscience plus spirituelle. Qu'est-ce qui nous ramène à la jalousie? Qu'est-ce qui nous ramène aux incompréhensions des autres? C'est ce que j'appellerais cette conscience humaine basique qui, je ne la critique pas, mais je pense qu'elle a ses paramètres et que de plus en plus, il faut arriver, j'allais dire, à s'en distancier, mais en tout cas, à prendre du recul, mais en hauteur. Hein. C'est vraiment prendre de l'altitude par rapport à ça. Alors, il y a quelques petites, enfin, quelques qualités que je vous propose d'explorer par rapport à cette façon de se réinventer et par rapport à ce moment très précis que nous vivons. Il y en a une première que j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas du tout quel rapport vous avez au mot au Canada. Vous voyez, on n'a pas tout à fait le même langage. En français, on appelle cette qualité la mansuétude. La mansuétude. C'est un mot qui m'est venu dans la tête et du coup, j'ai été obligée d'aller dans le dictionnaire pour vérifier la signification de ce mot. Et c'est un mot qui est complètement désuet. En français, on l'utilise absolument plus. Je ne sais pas si c'est au Canada. Je vois peut-être que vous hochez la tête, donc c'est peut-être le cas également. Mais c'est désuet parce que c'est une qualité qui n'est pas utilisée. C'est pour ça que le mot est désuet. Donc, je vous lis ce que j'ai lu dans le dictionnaire. La mansuétude, c'est la douceur de caractère qui incline au pardon et à l'indulgence. C'est la douceur de caractère qui incline au pardon et à l'indulgence. Et je comprends pourquoi cette qualité a été oubliée et pourquoi on en parle si peu. C'est parce que c'est vraiment pas dans l'air du temps. On a plutôt tendance à garder des rancœurs, des rancunes, etc. et à s'en nourrir plutôt que d'être prêt au pardon et à l'indulgence. Mais je pense que cette mansuétude, la première façon de l'utiliser, c'est par rapport à soi. C'est avoir ce regard de douceur par rapport à soi, d'être enclin à se pardonner et enclin à l'indulgence, parce qu'après tout, on est en chemin. Donc, on a le droit à l'erreur, on a le droit à se tromper, on a le droit aussi que les autres se trompent, hein, c'est sûr. Mais en tout cas, par rapport à nous-mêmes, je pense que c'est très libérateur de quelque chose, d'une pression qu'on peut se mettre autrement, qui est culpabilisante, et on sait que la culpabilité ne fait pas avancer, au contraire. Donc, c'est une première qualité qui me semble intéressante à s'approprier. La deuxième, c'est évidemment la bienveillance par rapport aux autres. C'est-à-dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce regard bienveillant, c'est arrêter de se juger, arrêter tous ces a priori, toutes ces incompréhensions. Et puis, la bienveillance aussi, c'est accepter que je me dégage d'un certain nombre de choses, quoi, de mes propres idées. Une autre qualité qui m'apparaît très importante, elle fait partie de la mansuétude, c'est la douceur. Je pense que c'est ce que j'appellerais une qualité maîtresse. Et pour moi, la douceur, c'est l'aboutissement d'un niveau spirituel très élevé. Je pense que lorsque on chemine dans ce chemin spirituel, lorsqu'on avance dans ce chemin spirituel, eh bien, on arrive justement à être doux. Et je vous propose là encore une des définitions spirituelles que l'on pourrait donner de la douceur. Être doux signifie comprendre le sens et la raison qui se cache derrière toute chose
et se comporter avec beaucoup de tact spirituel. Être doux signifie comprendre le sens et la raison qui se cache derrière toute chose et se comporter avec beaucoup de tact spirituel. Donc pour moi, la douceur, ça va se traduire par la non-réactivité. Vous voyez, il ne s'agit pas d'être complètement amorphe, parce que la douceur est mal comprise dans le monde d'aujourd'hui. Quand on parle de douceur, les gens nous disent « Ah ben oui, mais alors vous allez vous faire avoir dans la vie ». C'est pas ça la douceur. La douceur, c'est l'expression d'une très haute sagesse. C'est-à-dire que je ne réagis pas immédiatement, impulsivement à plein de choses qui font qu'après je vais regretter ce que je dis, ce que j'aurais pas dû dire, etc. La douceur, c'est vraiment, là encore, l'aboutissement de la prise de conscience de ce que l'on est véritablement. Donc, je pense que c'est un élément très important à introduire dans son existence et de voir encore tous ces petits moments où on s'irrite, où on s'énerve. La douceur est quand même aussi très liée à la paix. Et par rapport à ça, ça m'amène à un pan très important dans se réinventer. Au fond, ce qu'on a essentiellement à faire, c'est lâcher prise. Lâcher prise sur plein de choses. Et la première chose, c'est, je ne sais pas comment vous vivez les choses, mais pour moi, tous ces outils merveilleux me stressent considérablement parce que jusqu'au dernier moment, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Et c'est quasiment à chaque fois. Et c'est toujours le truc qu'on n'a pas prévu, qu'on n'avait pas dit, qu'on n'avait pas fait, etc. Et je pense que là aussi, il faut lâcher prise. Voilà, ça fait partie d'Internet, d'avoir le stress de la minute d'avant qui fait qu'on ne sait pas ce qu'on va faire et comment on va le faire. Mais c'est fait partie du jeu, c'est comme ça. Et si on n'avait pas tous ces tests, comment on pourrait savoir si on s'améliore et si on ne s'améliore pas? Donc, tant que je suis encore un peu irritée, énervée, etc., eh ben, ça veut dire que j'ai du chemin à parcourir. Et tant mieux, parce qu'au moins, je m'en rends compte. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Au moins, je vois ce qui m'encombre. Donc, évidemment, dans le lâcher-prise, on sait bien, il y a cette valise qu'on appelle l'ego, qui est la dernière, on pourrait dire le dernier gros morceau dont il faut se débarrasser, mais même si on s'est débarrassé de cet aspect très, comment dire, des aspects peut-être les plus grossiers, on pourrait dire, il nous reste plein d'aspects subtils dont on a encore à se débarrasser, comme le fait de vouloir avoir raison, le fait d'avoir le dernier mot, etc., etc., etc. Mais l'ego, on pourrait dire, vous le connaissez par cœur, je pense qu'il y a eu tellement de conférences de fait là-dessus qu'à mon avis, voilà, on a les moyens de le traiter. Et si on utilise ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette honnêteté par rapport à soi-même dans la méditation, eh bien, on verra où se cache encore l'ego en nous. Et ça m'amène donc à la conclusion de ce moment, puisqu'il va y avoir des petites questions-réponses. D'abord, je voudrais dire un aspect très, très important. C'est pour moi le moment d'arriver à la maturité spirituelle. Et cette maturité spirituelle, on ne pourra pas y arriver tout seul. Et dans les moyens d'y arriver tout à l'heure, d'arriver à être soi-même, il y a un élément majeur, une aide majeure. C'est la source. Alors la source, vous avez compris, on lui donne le nom qu'on veut, mais l'essentiel, c'est de nourrir la relation qu'on a avec cet être. C'est un être, c'est pas un concept. Je peux m'adresser à lui dans la méditation. Alors évidemment, c'est plus compliqué parce que c'est un être qui ne se voit pas, mais c'est un être dont je sentirai l'aide, dont je ferai l'expérience. Et c'est la connexion, elle se fait par mes pensées d'amour. C'est vraiment l'amour qui est la clé. Et là encore, en chacun de nous, il y a gravé le souvenir de la rencontre avec cet être. Donc à travers la méditation, c'est retrouver le souvenir de ce que je suis, mais retrouver le souvenir également gravé de cet être qui est un être d'amour intense. C'est vraiment à découvrir, à retrouver
à expérimenter et c'est au-delà des mots. On peut pas, je pense pas qu'on puisse véritablement utiliser les mots pour cette relation-là. Mais en tout cas, la connexion est très importante et c'est cette connexion qui va nous aider considérablement. Donc, à partir de là, ce que je dirais, c'est en ayant la pleine conscience de qui l'on est, de cet aspect spirituel de soi, en ayant cette relation avec la source. À partir de là, on peut pleinement jouer un rôle engagé dans le monde pour transcrire tout cela dans notre parcours, dans notre vécu, dans notre quotidien, etc. et amener beaucoup plus de spiritualité. Et je dirais qu'il y a un élément très important qui me semble traduire un petit peu tout cela dans la vie quotidienne, en ce moment particulier, c'est d'être pour tout notre entourage, nos collègues, tous les gens qu'on connaît, être des présences rassurantes, des piliers, que ces personnes sentent qu'on a du discernement, qu'on n'a pas, on flotte pas à 15 mètres au-dessus du sol, qu'on est vraiment pleinement dans la vie, mais en même temps avec une confiance, avec une spiritualité qui fait que on peut aider par et rassurer, donner de l'espoir, donner confiance aux gens qui en ont besoin. D'où l'importance, évidemment, de ne pas rentrer dans plein de choses comme colporter des tas de rumeurs, etc. Mais ça, j'en ai déjà parlé. Et j'entendais une personne qui disait l'autre jour, lors d'une interview, au fond, la méditation, c'est le meilleur investissement positif pour un monde à venir qui soit plus en accord avec nos valeurs. Donc, méditons, méditons, méditons. Alors, je ne sais pas, peut-être avez-vous des questions par rapport à ce que j'ai dit. J'ai été un peu... j'aime bien provoquer un petit peu par ce que je peux dire, parce que ce qui est intéressant, c'est de réfléchir derrière. Merci beaucoup, Solange, pour cette réflexion effectivement très riche. Alors, c'est un moment d'échange. Est-ce qu'il y en a qui ont peut-être des questions ou peut-être des précisions? Profitez vraiment de ce moment avec Solange si vous avez envie d'en savoir plus aussi sur elle, comment elle a peut-être elle s'y est prise dans cette quête, dans cette recherche sur elle-même. Est-ce que vous avez pu peut-être trouver des réponses aussi en lien avec votre intention de la journée aujourd'hui? Vous pouvez donc écrire vos questions dans le clavardage. Vous avez une petite bulle en bas, converser. Puis aussi une petite note si vous ne l'avez pas déjà fait, mais en haut à droite, vous savez que vous pouvez cliquer sur affichage intervenant. Alors, vous dites retrouver le souvenir avec la rencontre, donc avec cet être. Mais cette rencontre s'est faite à la naissance. Peut-être une précision? Non, elle se fait pas. Non, c'est pas forcément à la naissance. Je pense que c'est vraiment inscrit en nous euh, dans, dans des couches extrêmement profondes de notre réalité. Donc, c'est pour ça que, à mon avis, on ne peut la retrouver qu'à travers la méditation, à travers, je pense, le positionnement, c'est d'abord dans la méditation, se positionner sur cet être de paix, sur cette vibration de paix, cet être de paix spirituel que je suis, donc avec ces qualités fondamentales de l'être. Hein, je suis un être beau, je suis un être pur, je suis un être d'amour, je suis un être de bonheur, je suis un être qui a cette force intérieure, je suis un être de paix, etc. Et en même temps, par rapport à toutes ces qualités-là, chacun a, on pourrait dire, sa propre combinaison unique. C'est ce qui fait de nous un être unique. Et donc, de même qu'il y a ces qualités-là, il y a ce souvenir à, comment dire, à réactiver avec cet être-là. Et ça se fait au travers de la méditation. Justement, quand on arrive dans cet espace de paix, dans cet espace intérieur,
là, vibratoirement, il se passe quelque chose. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est par nos pensées d'amour, en ouvrant notre cœur, on a cette relation avec un être qui est en coulisses, qui est toujours prêt. Cette source, elle est toujours prête, elle est toujours disponible, elle est toujours rayonnante. Simplement, il faut que je sois juste sur la bonne longueur d'onde pour sentir cette connexion. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette attente. Alors, merci. Je pense que la réponse a amené des éléments intéressants. Et tu parlais aussi durant la conférence à un moment donné de respect de soi. Et c'est vrai que c'est la clé pour élever notre fréquence et nous rapprocher de la source. Une autre question. Sa conférence correspond exactement à mon intention. Merci. Il y a beaucoup d'informations qui demandent à réfléchir, à réflexion avec des indications pour la pratique. Magnifique conférence que je vais approfondir. Merci. Je pense que si ça correspond à l'intention, c'est parce que c'est dans l'air du temps. Je crois beaucoup à l'adéquation au moment. Je pense que c'est le moment pour mettre ça en œuvre. Donc du coup, on est tous sur la même longueur d'onde, même si on le formule peut-être pas forcément avec les mêmes mots, mais en tout cas, le fond est là et on le partage forcément. Donc je suis très contente qu'on soit ensemble sur la même fréquence. Et c'est d'autant plus extraordinaire, je trouve, que quand on a choisi le thème, c'était au mois de janvier. Et on était loin de se douter de toute cette phase qu'on allait vivre. Et maintenant, de voir à quel point le thème est tellement pertinent à l'aube du déconfinement notamment. Alors, une autre remarque, il me semble qu'en pratiquant cette générosité, cette douceur et cette honnêteté, surtout, il y a un prix à payer. Alors, je ne sais pas quel est le prix à payer. Qu'entend-on par prix à payer? On va prendre un autre remarque en attendant. Je suis vraiment content donc de Mathieu. Je suis vraiment content d'avoir décidé d'assister aujourd'hui. Le pouvoir de décision, anticipation, rapport à soi dans le silence, c'est exactement ce dont j'avais besoin d'entendre. Merci. Je ne sais pas, je reviendrai bien sur le prix à payer parce que j'ai l'impression que on peut effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des qualités merveilleuses, mais si quelque part il n'y a pas on pourrait dire le discernement dans la façon de les utiliser, on peut effectivement rencontrer des problèmes à cause même de ces qualités-là. Mais je pense que là, après, c'est à soi-même à mettre des limites, à mettre des barrières. On sait bien qu'on ne peut pas être ultra généreux. C'est vraiment la générosité, c'est une vertu et elle doit être accompagnée de connaissances. C'est-à-dire, je ne peux pas être généreux tous azimuts. On sait bien, il y a forcément des limites. Dans la douceur, quand elle est bien comprise, je vous ai parlé vraiment de maturité spirituelle, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de s'aplatir, de rien dire, de plus jamais donner son avis. C'est pas ça. C'est pour ça que les mots sont finalement assez trompeurs et c'est important d'aller dans la définition plus spirituelle des mots. Le lâcher-prise. Alors, le lâcher-prise, c'est réaliser qu'il y a des choses qui m'encombrent et dont je n'ai plus besoin. Il est très souvent mal perçu le lâcher-prise parce qu'on a peur de lâcher quelque chose, par exemple des vieux schémas auxquels on est habitué. Le lâcher-prise est associé à la peur. C'est la raison pour laquelle on s'accroche à des choses. Mais à partir du moment où je me rends compte que toutes ces choses finalement ne font que m'encombrer aujourd'hui, peut-être qu'à l'époque elles m'aidaient, mais aujourd'hui elles m'encombrent, du coup j'ai envie de m'en débarrasser. Mais le lâcher-prise est basé sur l'équilibre. J'aime beaucoup le comparer à, alors je ne sais pas, je vais faire appel à peut-être un mot, la varap, vous savez, cet exercice d'escalade où en fait les gens se tiennent uniquement par le bout des doigts et le bout des pieds. Et c'est très artistique, ils montent des falaises très abruptes avec juste
comment dire, des accroches sur la pierre, sur la montagne, par le bout des pieds et le bout des doigts. Ça s'appelle en français la varap. Je ne sais pas comment ça s'appelle chez vous. C'est pas de l'escalade, hein, c'est encore une autre technique. Et la varap, j'avais un ami qui faisait ça et qui m'avait expliqué, il faut que tu aies 3 points d'appui pour pouvoir lâcher le 4e. Autrement, tu tombes. Eh bien, le lâcher-prise, c'est pareil. C'est retrouver un équilibre. Avant de lâcher quelque chose, il faut avoir retrouvé un équilibre, c'est-à-dire réaliser que la chose en question ne m'est vraiment plus utile aujourd'hui. Et dans le lâcher-prise que je vous parlais tout à l'heure, c'est essentiellement l'ego, des a priori, des vieux fonctionnements qui ne me sont plus utiles aujourd'hui et qui m'encombrent. Ce n'est pas évident. Non, non, c'est pas évident. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord avec vous. C'est pas évident. Mais c'est pour ça, je pense que la base de tout ce travail, c'est la confiance. C'est bien sûr que je vais y arriver. Je vous répète, hein, je ne peux pas ne pas y arriver puisque je redeviens ce que je suis. Donc c'est quand même pour moi l'élément fondamental. À partir du moment où j'ai compris ça, je vais avoir confiance dans les pas que je vais faire dans cette direction-là. Et je vais voir que ce qui m'empêche d'y arriver aujourd'hui, je peux m'en débarrasser parce que finalement, ce sont des vieilleries dont je n'ai plus besoin aujourd'hui. Merci, tu nous donnes vraiment confiance et ça fait énormément de bien. Et il y a un beau partage sur la douceur de Martine. J'ai enfin compris ce qu'était la douceur. Ma coach en croissance personnelle me répète depuis longtemps que si j'apprends la douceur, ma vie va changer. Par rapport à ça, je voudrais ajouter quelque chose. Je pense que particulièrement dans nos sociétés, on est habitué à être très interventionniste dans nos vies. Tu vois, faut toujours intervenir, décider, agir, faire, etc. Et il y a des moments où il faut aussi apprendre à observer, pas réagir tout de suite, attendre que les choses se clarifient. Tu vois, y a pas forcément besoin de forcer les choses. Je trouve que la douceur, elle est là aussi pour nous montrer que une approche sans force, une approche sans pression des choses est finalement d'abord plus facile et puis en tout cas infiniment plus, je dirais, plus satisfaisante, tu vois. C'est important de ne pas se faire violence, surtout dans un parcours spirituel où où on se met la barre très haut, de se mettre aussi cette douceur par rapport à nous-mêmes, quoi. Et c'est intéressant, quand on t'écoute, on a le sentiment que finalement, pourquoi ne pas faire confiance à des choses qui nous semblent très subtiles, comme ces qualités que tu as citées, comme la mansuétude, associée au pardon, à l'indulgence, ou bien la bienveillance, la douceur, le lâcher-prise. Et en fait, quand on est vraiment dans la dynamique de ces qualités, c'est là que les choses vont commencer à changer. C'est vraiment là qu'on peut être dans une dynamique de changement. Et c'est vrai que ça demande à être vécu, ressenti de l'intérieur en méditation. Et on se rend compte dans le lâcher-prise que tu viens de définir si bien, que quand on s'abandonne à ces qualités, c'est là qu'on retrouve notre force, c'est là qu'on retrouve notre confiance et vraiment cette foi que oui, je peux redevenir ce que je suis. Alors, tes propos nous amènent vraiment beaucoup, beaucoup de confiance et de foi dans le changement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, appréciations, partages de Nicolas? Merci pour votre partage d'expérience et cela touche également mon intention du début. Toute votre conférence me ramène à ces mots. Retourner à la source est sérénité. Cela signifie retourner à ce qui est. Retourner à ce qui est, cela signifie être avec constance. Et connaître la constance s'appelle illumination. Merci de tout cœur.
Et c'est vrai, ça rejoint ce que disait Nicolas tout à l'heure. Je suis désolée, je me suis connectée un petit peu en retard pour des problèmes techniques, mais vraiment, ce que disait Nicolas, la gratitude, c'est tellement une belle valeur, quelque chose qui ouvre le cœur et qui, là pour le coup, je trouve que c'est une qualité qui mène directement à la méditation, cette gratitude. Alors, je pense que nos cœurs débordent littéralement de gratitude. Il y a vraiment ce sentiment que même en étant à 6000 kilomètres de distance et en même temps intégrant d'autres participants des Caraïbes, de l'Afrique, Madagascar ou ailleurs, on a vraiment le sentiment d'une interconnexion entre nous et ça, c'est vraiment merveilleux. Ça fait énormément de bien, et vraiment chaud au cœur et on sent que ensemble, on peut le faire. Alors, beaucoup de plénitude dans mon cœur de la part de José. Merci Solange, beaucoup de gratitude. Alors, je ne vais pas tous les lire, mais il y a de beaux partages. Et je pense qu'on est prêt à aller vers l'expérience de ces qualités que tu nous as présentées. Alors, Solange va nous guider en méditation. Alors, Solange, c'est à toi. Alors j'aime beaucoup tout d'abord présenter ce point de lumière qui est derrière moi. Je pense que c'est une bonne façon de se concentrer parce que là encore, la lumière, et notamment le point de lumière, est inscrit dans nos mémoires. La lumière, ça fait partie, on pourrait dire, de nos souvenirs les plus profonds. Installez-vous confortablement, peut-être encore plus confortablement que tout à l'heure. Et surtout, on va commencer par oublier, laisser de côté tout ce qui a été dit. Ce n'est pas le moment de réfléchir. C'est le moment de rentrer dans un autre espace, une autre dimension, de laisser les pensées s'apaiser. Et en regardant ce point de lumière, de sentir la paix qui est en nous, au plus profond de nos mémoires. Cette paix ressurgir des profondeurs et nous laisser baigner par cette sérénité. Tout s'apaise, tout est tranquille. Je suis totalement connectée à l'instant présent. Mes pensées sont concentrées et ce point de lumière rayonne et me fait du bien. Au fur et à mesure que tout s'apaise en moi, je ressens ma richesse intérieure. Je ressens cette plénitude de l'être, toutes ces qualités merveilleuses qui sont en moi et dont je prends conscience comme un tout. Je suis un être unique et beau. Et chacun de nous est un être unique et beau. Et la méditation me permet de voyager dans mon jardin secret. Et dans ce jardin, il n'y a
que de belles qualités. Tout est là, en harmonie, parfaitement à sa place. Et chacun a son propre jardin. Tous sont magnifiques. Et il n'y en a pas deux pareils. Dans ce voyage intérieur, je ressens combien toute trace de négativité, d'anxiété serait totalement déplacée dans ce jardin si harmonieux, dans cet espace tellement paisible et tellement riche. Et je saurais m'en souvenir pour éviter le plus possible tout ce qui viendrait altérer la beauté de mon jardin, un peu comme le polluer. En avançant encore plus dans ce jardin intérieur, dans ce voyage au cœur de moi-même, dans cette fréquence totalement paisible, je peux rencontrer la source. Et la source est également un point de lumière, pareil. Mais la source rayonne en permanence. Et rien qu'en y pensant, je suis connectée directement. Et je ressens de cette source tout l'amour qui rayonne partout, sur tous les êtres, sur chacun de nous. Un amour total, inconditionnel. L'amour que nous avons cherché partout ailleurs et parfois difficile à trouver. Cet amour-là, la source nous l'offre en permanence. J'ai juste besoin d'accepter cet amour, d'accepter d'être aimé à ce point. Parce que la source me renvoie à ce qu'il y a de plus beau en moi. La source éclaire ce que je suis profondément. Et donc, la source me guide à chacun de mes pas, pourvu que je m'en souvienne, pourvu que je lui accorde une place dans ma vie, dans mon cœur. Mais quand j'ai goûté à cet amour-là, alors j'ai envie d'y revenir encore et encore pour me sentir en totale sécurité avec cette force intérieure. Et au fur et à mesure des méditations,
cette relation devient plus étroite. La connexion est plus profonde, plus intense avec cet être merveilleux. Alors, j'ai envie de partager cet immense amour, toutes ces vagues de paix avec le monde entier, avec toutes les âmes, tous les êtres, la terre, la nature, tous les éléments. Envoyer cette merveilleuse vibration partout pour qu'aucun coin de ce monde soit dépourvu de ces rayons de lumière, de ces rayons d'amour. Et chaque fois que je voudrais revenir dans cette expérience, il me suffira de m'en souvenir. Parce que chaque méditation viendra la graver un peu plus au fond de mon cœur, au plus profond de mes mémoires. Et jour après jour, la connexion sera encore plus facile, encore plus automatique. Et dans ma vie, cela se retranscrira par toutes sortes de qualités, par la confiance. Je ne suis plus seule, je reste avec la source qui est en coulisses, derrière le rideau de la conscience, et à laquelle je peux me connecter à tout instant. Alors, ma vie change, ma relation aux autres change, et ma relation au monde change, elle aussi. Solange, alors on est doublement empli. Je pense que la conférence nous a donné vraiment des outils de réflexion qui vont rester avec nous un certain temps. J'espère que vous avez eu peut-être envie de prendre quelques notes. Si ce n'est pas le cas, rassurez-vous, on va de toute façon télécharger cette conférence très précieuse sur notre page YouTube. Vous aurez toujours le loisir de pouvoir la réécouter. Et également, le commentaire était vraiment très, très doux, savoureux pour l'âme, parce que j'ai trouvé qu'il complétait absolument bien la conférence. Il nous a amené vraiment dans un espace d'abandon. Et alors, quand on est dans l'abandon, eh bien, on peut être vraiment prêt, je pense, avec ce nouveau départ. C'est vraiment ça qui me venait à l'esprit. On est dans une phase de transition, on passe du confinement et bientôt le déconfinement sera une nouvelle réalité. Et comme tu le disais si bien durant la conférence, bien, on sait que plus rien ne sera jamais comme avant. Et donc, chacun a dû recevoir quelques inspirations pour pouvoir créer cette réinvention dans le soi et cheminer de manière complètement nouvelle. On peut, je pense, compléter peut-être notre intention aujourd'hui en se disant qu'effectivement, pour nous-mêmes,
plus rien ne sera jamais comme avant, particulièrement après cette retraite. Est-ce que c'est votre expérience également? Alors, on le souhaite. Un grand, grand, grand merci, Solange. Merci également encore à Nicolas. Et j'ai vraiment aimé à quel point vos deux interventions étaient très, très, très liées dans leur énergie. On a l'impression depuis le début de surfer sur une vague et de se laisser transporter comme ça. Et ça fait vraiment très, très beaucoup, beaucoup de bien à l'âme et au cœur. Alors, pour ceux qui se sont déjà rendus dans un centre de Raja Yoga, près de chez eux, ou bien en ligne, vous savez qu'on a toujours cette belle tradition dans tous les centres. On ne laisse jamais les gens repartir sans leur offrir quelques cadeaux. Et le premier des cadeaux, bien, c'est toujours un toli. Un toli en hindi, cela signifie une petite douceur, une petite sucrerie qu'on va remettre. Et également, on remet toujours des petites cartes de bénédiction. Alors, notre équipe créative a pensé à tout. Eh bien, on va pouvoir vous remettre sous une autre forme et on va vous remettre également ce toli et ces bénédictions. Alors, pour commencer, le toli, c'est quelque chose qui, notre fondateur, en tout cas Brahma Baba, avait vraiment ce concept que quand on sucrait le palais, eh bien, cela venait automatiquement adoucir aussi l'âme. Et donc, nous avons un toli absolument spécial aujourd'hui pour vous sous la forme d'une danse. Vous serez capable dans quelques instants de voir un ange devant vous. On va même vous donner un aperçu avec des belles ailes de lumière. Tania, en fait, va quitter son poste de la traduction pour venir. So there's no translation at the moment because Tanya is leaving, but she will be back. Et donc, ça va être la chance pour vous aussi de vivre peut-être dans le mouvement, comme Nicolas l'avait introduit tout à l'heure, vous a amené vraiment du corps vers l'âme. Et là, maintenant que l'âme a été bien nourrie avec Solange, eh bien, on va pouvoir faire exprimer à travers le mouvement ses qualités, notamment cette douceur d'être. Alors, on est en train de recadrer la caméra. On est en train notre équipe technique est en train de recadrer la caméra pour pouvoir voir Tania qui va nous offrir ce toli empli de douceur. Et nous avons eu la chance récemment d'expérimenter ça avec elle. J'étais avec elle en Inde et elle a fait danser dans une retraite de silence. Imaginez-vous dans un coin perdu au fin fond de l'Inde, près de Delhi. Elle était avec une foule de près de 200 personnes, tous réunis dans un grand jardin. Tout le monde était nu-pieds sur la pelouse. Et voici que Tania est arrivée et voilà, et elle nous a offert sa belle danse. Alors, c'est à toi, Tania. Et je vous invite à vous lever et en profiter. Ça fait énormément de bien.
à Tania également. C'était tellement beau quand on met la mosaïque de toute la conférence, de l'appel, de voir toutes ces personnes danser comme des anges. C'était extraordinaire, vraiment une très, 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 très belle rencontre entre nous aujourd'hui à différents niveaux, sous différentes formes. Alors, je pense que vous avez pu ressentir un petit peu de douceur dans l'âme, si ce n'est dans notre palais. Maintenant, on est peut-être au-delà des besoins du corps, mais la douceur s'est installée avec certitude dans notre âme. Et pour couronner le tout, bien sûr, nous avons des cartes de bénédiction. Absolument, c'est une évidence. Alors, il y a énormément de partage encore. Comment nous allons procéder pour les bénédictions? Eh bien, tout simplement, nous avons retenu l'idée des 12 mois de l'année. Alors, chacun est né à un mois en particulier de l'année et vous allez voir en fait 12 diapositives et la bénédiction qui vous est destinée, c'est en fait la bénédiction de votre mois de naissance. Alors nous allons les lire progressivement, tranquillement, Tania toujours à la traduction. Et on va commencer par le mois de janvier. Donc si vous êtes né en janvier, cette bénédiction s'adresse à vous. Alors, détermination. Tu es un ange qui a la spécialité de la détermination. Les pensées déterminées élèvent ton attitude, ta vision, tes actions et ton niveau de respect de soi. Tu es un ange qui a la spécialité de la détermination, les pensées déterminées élèvent ton attitude, ta vision, tes actions et ton niveau de respect du soi. Février. Spécial. Tu es un ange spécial aux yeux des autres. Non seulement parce que tu vois ce qui est spécial en eux, mais parce que tu leur fais voir, tu le leur fais voir. Tu es un ange spécial aux yeux des autres, non seulement parce que tu vois ce qui est spécial en eux, mais parce que tu le leur fais voir. Mars. Authenticité. Tu es un ange authentique qui a le courage d'enlever tous les masques pour laisser s'exprimer ta véritable beauté intérieure. Tu es un ange authentique qui a le courage d'enlever tous les masques pour laisser s'exprimer ta véritable beauté intérieure. Avril. Compassion. Tu es un ange d'une profonde compassion qui sait répondre non pas au désir de l'autre, mais à son besoin. Tu es un ange d'une profonde compassion qui sait répondre non pas au désir de l'autre, mais à son besoin. Mais maturité. Tu es un ange d'une grande maturité qui ne laisse rien s'immiscer entre toi et une autre âme, sauf l'amour et le respect. Tu es un ange d'une grande maturité qui ne laisse rien s'immiscer entre toi et une autre âme, sauf l'amour et le respect.
juin, généreux. Tu es un ange généreux dont l'esprit est une oasis dans un monde assoiffé de vérité, d'amour et de paix. Tu es un ange généreux dont l'esprit est une oasis dans un monde assoiffé de vérité, d'amour et de paix. Juillet, sagesse. Tu es un ange d'une grande sagesse qui reconnaît que le chemin le plus simple vers le bonheur passe par le cœur de Dieu. Tu es un ange d'une grande sagesse qui reconnaît que le chemin le plus simple vers le bonheur passe par le cœur de Dieu. Août, paix. Tu es un ange paisible dont le visage illumine d'une sérénité qui peut rafraîchir un esprit en colère et réchauffer un cœur froid. Tu es un ange paisible dont le visage illumine d'une sérénité qui peut rafraîchir un esprit en colère et réchauffer un cœur froid. Septembre. Aimant. Tu es un ange plein d'amour qui cultive les spécialités des autres simplement en les remarquant. Tu es un ange plein d'amour qui cultive les spécialités des autres simplement en les remarquant. Octobre. Lumineux. Tu es un ange lumineux, un joyau de bonheur qui étincelle avec la sagesse de savoir que tout ira bien. Tu es un ange lumineux, un joyau de bonheur qui étincelle avec la sagesse de savoir que tout ira bien. Novembre. Sérénité. Tu es un ange serein, capable d'augmenter ton pouvoir de concentration pour mettre fin aux obstacles et devenir un soutien pour les autres. Tu es un ange serein, capable d'augmenter ton pouvoir de concentration pour mettre fin aux obstacles et devenir un soutien pour les autres. Décembre. Unique. Tu joues un rôle unique sur la scène du monde parce que tu es un ange qui sait inspirer les autres à voir combien ils sont uniques. Tu joues un rôle unique sur la scène du monde parce que tu es un ange qui sait inspirer les autres à voir combien ils sont uniques. Et voilà, nous avons fait le tour de l'année et nous espérons que vous avez pu voir, découvrir votre bénédiction et
surtout ressentir à quel point, bien, en général, il y a une magie là derrière, une magie de la source, une magie des événements, une magie du temps que l'on passe ensemble, une magie aussi des personnes qui sont rassemblées ici aujourd'hui tout ensemble. Tous ces ingrédients-là, bien, quand on brasse un petit peu la marmite, eh bien, on sent à quel point on a pu créer un environnement vraiment propice à la réflexion, à l'échange, à la reconnaissance aussi de ce qu'on est capable de faire quand on est ensemble et qu'on se réunit dans des intentions élevées. Alors, c'était notre cas aujourd'hui. Chacun a vraiment joué son rôle et autant les animateurs que les participants et c'est vraiment toute la beauté d'une retraite. Alors, pour ma part, eh bien, le mois de mai est toujours associé dans mon cœur avec cette merveilleuse retraite qu'on organise et qu'on fait vivre à nos personnes qui nous fréquentent ici au Québec. Donc, on leur fait vivre ça à Peace Village. Et je pense qu'il n'y a aucun regret à avoir. On a été plus que comblés. On n'a pas eu à faire de voyage. On est resté chez soi et finalement, bien, la source est toujours au rendez-vous pour combler nos cœurs et c'est ça le plus important. Alors, un grand merci d'avoir bien joué le jeu et d'avoir vécu cette retraite en ligne avec nous. Pour notre part, c'est vraiment une première expérience et on est ravis de voir qu'il y a vraiment une très belle réponse. On était jusqu'à 75 et plus participants ce matin. Et puis, si c'était votre première fois en contact avec l'émergence, eh bien, n'hésitez pas à nous suivre. On est très présent de plus en plus sur les médias sociaux. On a bien sûr un site internet. Si vous tapez Brahma Kumaris Montréal dans Google, vous allez le trouver. Si vous avez envie de soutenir la poursuite de nos activités, vous êtes bien sûr les bienvenus. Nous avons une page dédiée aux dons en ligne que vous pouvez donc faire via notre site internet. Et puis également, donc, nous offrons régulièrement chaque semaine différentes activités sur YouTube. Là encore, vous pouvez taper Brahma Kumaris Montréal et à droite, quand vous cliquez sur la petite cloche, et automatiquement, vous êtes abonné à la page. Donc, vous pouvez suivre régulièrement toute notre programmation, notamment nos conférences le mercredi soir. Également, jeudi prochain, on commence une nouvelle série avec un atelier sur les pouvoirs et la souveraineté. Alors, vous êtes les bienvenus à ces activités. Vous pouvez vous inscrire en ligne sur notre site internet. Également, nous sommes très présents sur Facebook. Là encore, Brahma Kumaris Montréal, si vous souhaitez nous trouver. Et nous venons de démarrer une nouvelle initiative, comme quoi cette phase de confinement stimule énormément la créativité de bien des personnes en ce moment. Et c'est le cas aussi à l'émergence. Alors, chaque jour, nous offrons une méditation de 15 minutes entre midi et demi, heure de Montréal, et midi 45. Donc, du lundi au vendredi. À chaque jour, les intervenantes sont différentes. Et du lundi au jeudi, la méditation est offerte en français. Et en vendredi, on a même pensé aux anglophones. On a aussi une méditation en anglais. Alors, vous êtes les bienvenus pour vous joindre à nous. Et là encore, comme vous le savez, comme vous l'avez vécu aujourd'hui, plus on se rassemble, plus on passe du temps ensemble dans une vibration et une conscience élevée, quel que soit finalement là où on se trouve physiquement, c'est pas si essentiel. Mais plus on est ensemble, au moins d'âme à âme et avec des intentions semblables, plus la communauté d'énergie qu'on peut créer nous fait beaucoup de bien. Alors, on dit en général que le tout devient plus que la somme des parties et on l'a vécu cette semaine avec notre première semaine de méditation. On a vraiment senti à quel point les énergies réunies de tous et chacun créent de belles expériences. Alors, au plaisir de vous retrouver prochainement. Si vous avez envie aussi peut-être de suivre un cours de méditation, nous allons en offrir un très bientôt sur Zoom.
à la fin du mois de mai. Et si vous avez envie de recevoir par courriel notre infolettre et nos mises à jour régulières, écrivez-nous un petit courriel, un email, comme on dit, et au centre sur notre site internet. Et donc, on vous ajoutera à notre liste d'envoi. Voilà. Alors, de nouveau, merci beaucoup. Je vous salue et je vous dis à une prochaine fois. Portez-vous bien. Que toute cette matinée vous permette vraiment de poursuivre dans la réinvention du soi. Alors, à très bientôt. Om Shanti. Om